Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais les défunts abandonnent l'étalage de leurs titres et de leurs mérites. La tendance est alors à l'individualisme. Désormais, l'accent est mis sur la piété et la rectitude morale du défunt. Ça va de pair avec un système administratif plus vaste et plus impersonnel que par le passé. La menace des châtiments, l'espoir d'obtenir une pluie de récompenses sont en fait abandonnés au profit de l'adoption d'un règlement strict et rigoureux. La fin du XXIIIe siècle voit l'émergence d'un mode de vie plus bureaucratique que courtisan, si vous voulez. Un bouleversement se fait sentir après le long règne de Pépi II. Memphis perd brusquement son titre de capitale du royaume. La raison n'est pas à chercher du côté d'une potentielle crise économique ou sociale, ni dans une invasion de troupes étrangères. Le système politique de la monarchie égyptienne n'est pas non plus remis en cause. L'administration demeure capable d'assurer l'exécution de tâches complexes et envoie toujours ses agents en mission aux différents points du royaume. Les régions lointaines reconnaissent toujours l'autorité du pharaon. La politique d'alliance avec les élites provinciales ne faiblit pas. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le royaume memphite s'effondre à la fin du IIIe millénaire ? Le long règne de Pépi II a des effets déstabilisateurs sur l'administration du pays. En fait, le roi règne longtemps, trop longtemps en réalité. Il a le temps de voir disparaître ses enfants, ses petits-enfants, ce qui bouleverse complètement la succession au trône. Cette situation suscite du coup des rivalités et des intrigues de palais. Dans le même temps, la complexité toujours grandissante de l'administration pèse lourdement sur les finances, provoquant le ralentissement des activités politiques et économiques des pharaons memphites. Cet affaiblissement de la couronne profite alors aux administrateurs d'origine modeste qui s'enrichissent considérablement au nez et à la barbe du pharaon et de ses ministres. Les dignitaires locaux détournent des sommes d'argent pharaoniques, c'est le cas de le dire, sans être inquiétés. De son côté, l'administration royale multiplie les dépenses inconsidérées et les centres de décision, entraînant un ralentissement des actions concrètes entravées par des procédures toujours trop complexes. Le coût exorbitant de l'administration royale tranche avec sa faible efficacité et affaiblit considérablement les capacités financières et politiques de la monarchie. Une partie non négligeable des ressources du royaume passe entre les mains des grands qui savent bien mieux que le roi tirer parti du trafic commercial, tu penses. On observe alors une nette augmentation de la richesse des tombes de simples particuliers qui accompagne le faste de certaines nécropoles provinciales des derniers siècles du IIIe millénaire. C'est fou ce qu'on peut apprendre uniquement avec des tombes. La richesse des grandes familles locales croît plus rapidement que celle de la monarchie. Et certaines grandes villes provinciales s'émancipent carrément du pouvoir royal et proclament leur indépendance. La capitale se découvre des rivales du jour au lendemain à l'extérieur du royaume et à l'intérieur du royaume. Ce délitement de la monarchie incite les élites locales à se recentrer sur leur propre fief. Pour terminer, on peut voir que les grandes pyramides de Gizeh ne sont que les réalisations les plus impressionnantes de la monarchie, apparues au IVe millénaire et qui perdurent au IIIe. Le plan politique et économique de la monarchie memphite reprend en fait le modèle étatique de Nagada. Mais elle se spécialise, elle s'articule autour de la figure royale, autour de laquelle s'organise une vie de cour rassemblant les élites politiques au sein du palais. L'administration royale est chargée de la gestion des domaines agricoles royaux répartis aux multiples points. Les agents royaux effectuent des prélèvements sur les nomades et les marchands, ainsi que des raids pratiqués contre les populations voisines considérées comme des ennemis de l'ordre naturel du monde. La monarchie memphite contrôle des territoires donc toujours plus vastes que ceux de la monarchie nagadienne. Memphis est capable de mobiliser les ressources d'un vaste royaume englobant la Haute et la Basse-Égypte et se montre suffisamment forte pour conduire des opérations militaires sur ses marges. Le royaume égyptien se révèle être un carrefour géostratégique, pourvu de nombreuses ressources naturelles qui a la chance de ne pas être défiée par une puissance politique rivale. La partie nord du couloir nilotique joue le rôle d'incubateur pour un État qui ne cesse de raffiner son appareil politico-administratif de manière à intégrer des portions de plus en plus larges des élites égyptiennes sans avoir à s'inquiéter de potentiels rivaux, ce qui est quand même important. Mais
Dans la deuxième partie du troisième millénaire, la monarchie memphite s'engourdit et s'affaisse peu à peu sur elle-même, comme c'est toujours le cas des grands royaumes et des empires. Privée de dynamique, rongée par des dissensions internes, elle ne suscite plus l'appétit des puissantes familles du sud du royaume qui en profitent pour affirmer leur indépendance. L'instabilité du royaume se caractérise donc par une militarisation croissante de la société provinciale, ainsi que par l'apparition de titres militaires dans les titulatures des potentats et de leur entourage. Dans les tombes, l'iconographie guerrière supplante désormais celle du roi recevant les hommages des hauts dignitaires provinciaux. Le double pays se fragmente, les anciennes rivalités qu'on pensait oubliées ressurgissent. La haute et la basse Égypte s'affrontent à nouveau dans une concurrence féroce entre les grandes villes. Deux puissances émergent désormais, Thèbes et Héracléopolis. Les chefs des deux lignées locales ne tardent pas, évidemment, à s'attribuer le titre royal. Le prestige et la gloire de l'antique capitale memphite ne sont plus désormais qu'un souvenir. Pour la bibliographie, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia, L'Égypte des pharaons, de Narmer à Dioclétien, 3150 avant notre ère et 284 après. De Raymond Bloch, Alain Huss, Les conquêtes de l'archéologie, de 1976, Les grandes civilisations disparues, mais c'est très bien. Et de Pierre Norma, Dictionnaire historique de l'Égypte, Paris 2005. À la semaine prochaine.